Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Alors notre invité, vous le connaissez bien puisqu'il s'agit d'André Berkoff. Bonjour André. Bonjour Alexis. Alors en direct des États-Unis, vous êtes où exactement ? À Washington, dans le cœur du réacteur. Je suis arrivé dimanche et je dois dire que ça bruisse. Vous savez, Alexis, ce qui est intéressant, on le sait, mais on ne le sait pas, c'est que tout est à Washington. Non seulement la Banque mondiale, non seulement le FMI, le Fonds monétaire international qui nous guette, non seulement la Maison Blanche, le Capitole, etc., mais la CIA, le FBI, et pas très loin le Pentagone. Donc tout est là et dans cette atmosphère de calme avant la tempête, c'est intéressant à suivre. Parce que évidemment, Donald Trump a été élu, mais l'investiture n'est qu'en janvier. Et d'ici là, on a l'impression qu'il y a ce qu'on pourrait appeler l'État profond qui s'inquiète. On a vu Mike Pompeo qui ne sera pas repris dans l'équipe de Trump, Nikki Haley non plus. John Bolton, ancien conseiller de Trump, très fâché, qui appelle même les responsables de la sécurité intérieure et extérieure à désobéir à Trump s'il cherchait une solution de paix en Ukraine. Est-ce qu'il y a à Washington une ambiance de coup d'État à l'envers, c'est-à-dire que ceux qui tiennent à s'accrocher à leur poste vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de Donald Trump? Alors ils vont essayer, mais ça me paraît mal barré pour eux. 2 ou 3 raisons. D'abord, quand même, et c'est la première fois, je veux dire, Trump, rappelez-vous, en 2016, il avait gagné les grands électeurs, mais il avait perdu le vote populaire puisque Hillary Clinton avait 3 millions de voix de plus que lui. Cette fois-ci, il a gagné le vote populaire, 3,5 millions de plus que Kamala Harris. Il a gagné évidemment les grands électeurs et de très loin. Et puis il gagne, on le sait aujourd'hui, la Chambre des représentants et le Sénat. C'est-à-dire que pendant 2 ans avant les midterms, il va avoir une vraie marge de manœuvre. Et alors je vais vous dire, Alexis, ce qui s'est passé d'intéressant, c'est qu'il y a eu 3 minutes de Trump il y a 2 jours où il donne la couleur, c'est-à-dire en 2 mots, je vais le résumer très rapidement. Alors il dit révoquer les bureaucrates véreux, les acteurs corrompus de la sécurité nationale et renseignement, d'où l'émotion de John Bolton, les tribunaux, déclassifier les documents. Alors ça, tout le monde attend les listes des pédocriminels, enfin de ceux qui sont allés dans l'île du pédocriminel Epstein, et puis les listes de Puff Daddy, les rappeurs. Et c'est parti pour. Mais surtout à Washington, et c'est ce que 2 ou 3 personnes que j'ai rencontrées, que je ne nommerai pas parce qu'ils sont un peu dans l'appareil, c'est quand il dit on va avoir un système d'audit indépendant en contrôle des agences de renseignement, et puis surtout, déplacer la bureaucratie fédérale en dehors du marécage de Washington. Vous vous rappelez qu'il disait « asséchons le marécage, asséchons le marais, drain the swamp ». Et là, il compte déplacer 100 000 fonctionnaires, les mettre au Colorado, en Arizona ou ailleurs, pour qu'ils ne soient pas tributaires des lobbyistes et des pouvoirs spéciaux. Donc, c'est en train de jouer très fort, et surtout, il a donné une batterie de noms déjà, vous savez, pour les remigrations, pour les déportations d'immigrants clandestins ou en tout cas illégaux. Il a mis Tom Homan, qui est une espèce de très dur. Il va mettre Kash Patel à la CIA. C'est-à-dire, il est en train de mettre les gens en tout cas pour lui, alors qu'il avait assez raté son entourage en 2016, il était encore novice en la matière. Cette fois-ci, les précautions, en tout cas, sont prises. Maintenant, on verra les résultats. Il y a encore, comme vous dites, 2 mois pour l'inauguration. C'est ça. C'est-à-dire qu'en 2016, on a l'impression que Donald Trump avait été surpris de sa victoire. Il n'était pas prêt vraiment, ou du moins, il ne s'était pas préparé à ce point-là. Là, il avait envie de gagner, de revanche. Je pense qu'il a une liste de personnes avec qui il veut régler ses comptes. Et là, tout l'entourage, tous les supporters de Trump leur disent surtout ne prenez pas les républicains de Washington, surtout ne prenez pas l'establishment. Et il est temps de faire une révolution. Est-ce qu'il va être capable de faire cette révolution ? Écoutez, c'est tout le problème. En tout cas, il en prend les moyens. Le fait qu'il a été élu comme il a été élu lui donne quand même une sacrée marge de manœuvre. Alors, il peut y avoir des oppositions, il y aura des oppositions, mais ce qui est clair,
c'est que cette fois-ci, que ce soit au niveau du Pentagone, au niveau de la CIA, au niveau du FBI, il va y avoir un sacré ménage qui est en train de commencer. D'ailleurs, ce qui est étonnant, parce que il n'est pas, encore une fois, il n'est pas intronisé, il ne sera pas intronisé avant le 20 janvier, enfin, prend ses fonctions le 20 janvier, et en revanche, il y a des polémiques très fortes, mais vous savez que Washington, c'est 90% démocrate. Hein. Ouais. C'est-à-dire que pratiquement, si Washington était les États-Unis, Kamala Harris aurait été élue haut la main. Alors, il n'y a pas d'émotion, il y a des affiches un peu partout des deux candidats encore, enfin des deux anciens candidats, mais il y a quelques personnes, j'ai vu dans un bar, par exemple, une fille qui me disait, oui, elle avait le crâne rasé, elle s'était rasé les cheveux, elle mettait des bracelets bleus pour protester justement contre la vue de Trump. Enfin, c'est franchement plutôt folklorique. Mais dans le reste, comment ils vont... Alors, il y a aussi, chez les démocrates, une espèce de... non seulement de gueule de bois, mais ils sont en train de régler les comptes. Ouais. Ils sont en train de régler les comptes pour parler un peu en disant oui, c'est Biden qui a saboté la planche à Kamala Harris. C'est Kamala Harris qui a fait une campagne lamentable en achetant à $1 million les venues de Beyoncé et autres acteurs du showbiz. Et Alexis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand même Kamala Harris avait 90% des médias, sans parler du reste, sans parler de l'establishment et tout. Et les médias étaient vent debout, effectivement, en expliquant, vous savez, comme un peu chez nous, que Trump et Hitler, Mussolini, à la fois, etc. Et Mao Tse-tung. Et en fait, les Américains ont voté comme ils avaient voté. Et ce qui les a le plus bluffés, j'ai encore des confidences là-dessus, ils ne pensaient vraiment pas que 40% de Latinos allaient voter pour Trump et 30% d'Afro-Américains, ce qui est une première mondiale, en tout cas pour les États-Unis. Ouais, on voit bien que le camp démocrate va exploser, ou du moins va régler ses comptes, alors peut-être en public ou pas, mais c'est finalement l'épitaphe des années Obama-Clinton. Là, il va falloir tout reconstruire pour eux, et c'est l'échec aussi de cette volonté de maintenir la main sur le Parti démocrate de la part des Clinton et de Obama. Tout à fait. Et surtout, c'est vraiment au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est que on va assister à un changement de système. C'est-à-dire que ce qui a aussi beaucoup joué, et on le voit ici, on en a parlé vraiment très longuement, c'est que Elon Musk d'un côté et Robert Kennedy Jr. de l'autre, sans parler de Tulsi Gabbard et de Vivek Ramaswamy, ont joué un rôle non négligeable. Quand Robert Kennedy Jr. dit « Make America healthy again », faites que l'Amérique soit en meilleure santé, ça a frappé beaucoup de gens. Vous savez que ça va sortir, les histoires avec Pfizer et compagnie, ça va être très... Là, c'est parti, chacun régler son compte. On en est très loin en France, hein, mais là-bas, ça avance très vite pour régler les problèmes avec Anthony Fauci et tout ce qui a été du domaine de la censure. Il y a des juridictions qui se mettent en place. Et puis Elon Musk aussi a attiré quand même, alors il y a des gens... il a attiré tous ces jeunes, tous les gens, vous savez, en Amérique, les milliardaires, on ne les considère pas tous comme des salauds absolument à éliminer. Non, Musk fait rêver l'Amérique, fait rêver en tout cas une certaine Amérique, et le fait qu'il se soit mobilisé, mais quotidiennement, et il est là, d'ailleurs, vous savez qu'à Mar-a-Lago, où actuellement Trump fait ses ministères et ses gouvernements, etc., Elon Musk est là-bas. Donc, il a un rôle plus que le conseiller, et il va aussi, ça va vous faire rêver quand même, Alexis, il va faire, je ne sais pas si une commission, un bureau, de surveillance des dépenses publiques. Intéressant, ça nous fait rêver ça, le contrôle des dépenses publiques. Avec Elon Musk qui va être en charge de ce Department of Government Expenses, le DOGE, je crois, donc évidemment ça va faire beaucoup. On va parler aussi, après la pause dans un instant, avec vous André, du rôle qu'a joué X, la plateforme rachetée par Elon Musk, anciennement Twitter, dans cette campagne, et les réseaux sociaux en général, et les médias indépendants en général, puisque si on suivait les médias traditionnels,
traditionnelles, notamment Libération et autres en France, hein, Taylor Swift allait changer la donne du vote et faire gagner Kamala Harris, tout comme Lady Gaga et toutes les autres qui se sont succédées à la tribune. Il n'en a rien été. On va essayer de comprendre cette élection de Donald Trump et puis de voir ce qu'il va pouvoir faire par la suite aux États-Unis. Avec vous, André, en direct de Washington. On se retrouve dans un instant. Et puis, si vous souhaitez réagir, 0826 300 300 sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Alors notre invité c'est André Berkoff qui est aux États-Unis et qui me cède la place pour cette semaine, hein, tous les jours de midi à 14h. Merci André. On voulait profiter de votre présence à Washington pour voir un peu ce que va faire Donald Trump après son élection. Avant la pause, on parlait du rôle important qu'a joué Elon Musk et la plateforme X dans cette campagne, ainsi que les médias indépendants. Trump a parlé à Joe Rogan, à tous les podcasteurs des États-Unis pour aller chercher un électorat qui n'écoute plus finalement les mainstream médias, comme on les appelle là-bas, les médias traditionnels. Est-ce que ça aussi, c'est un changement pérenne qui montre combien la voix des médias a perdu pour influencer l'opinion publique ? Oui, je crois qu'on assiste vraiment, on va voir la suite, un changement de régime. Ça va être sensible en politique et en société et dans l'économie, mais c'est sensible tout à fait déjà, alors évidemment, dans les médias. En deux mots, quand j'avais rencontré Trump il y a 8 ans, au moment de sa première campagne présidentielle en 2016, il m'avait parlé, vraiment, c'est la première fois que j'entendais parler de désintermédiation. Il a dit, puisque, et c'était déjà à l'époque, 90 à 90% des médias sont contre moi, je vais parler directement du producteur au consommateur, c'est-à-dire je vais parler aux réseaux sociaux et par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que sa campagne a été victorieuse, notamment grâce à, même à l'époque, Twitter, Facebook et compagnie. Aujourd'hui, c'est très intéressant, vous parliez de Joe Rogan. Les podcasts ont joué un rôle fondamental. Donald Trump faisait 2 à 3 podcasts par jour. Il était évidemment chez Tucker Carlson, chez Joe Rogan, 3 heures. Et les gens écoutent. Vous savez, on dit toujours oui, maintenant il n'y a plus, les gens n'ont plus le temps, etc. Pas du tout. Quand c'est quelque chose d'important, ou en tout cas qui touche les gens, eh bien, ils écoutent. Et je crois qu'il y a un vrai problème, effectivement, d'ailleurs, qui ne date pas d'hier, avec, et d'ailleurs, ça nous concerne évidemment, nous, en France aussi, oui. Quand vous avez un narratif qu'un certain nombre de médias ont, et vous le savez, qui consiste à dire, ce qui compte, c'est notre narratif et pas le réel. Et notre narratif, c'est le réel, et nous allons vous injecter ce réel de gré ou de force, c'est comme ça, c'est nous qui avons raison. Je me rappelle toujours de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, oui. Qui dit, nous ne parlons pas de la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Oui, et ben, c'est exactement la même chose en Amérique. Le Washington Post, le New York Times, le MSNBC, CNN, tous les autres, ABC, etc., ont employé le même narratif. Trump est un dictateur, Trump est un violeur, Trump va supprimer la liberté, etc., etc. Et ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que le réel, c'était quoi? C'était l'inflation, c'était le prix des aliments qui haussait. Hallucinant, je vais vous dire, moi hier, je prends un petit déjeuner dans un $40. Attendez, il y a un problème là, je ne sais pas, moi je veux bien qu'on soit aux États-Unis, à Washington. $40 un petit déjeuner, il y a quand même un problème. Donc voilà, c'était ça qui touchait. Et quand vous avez vu certains journalistes de chez nous qui allaient interviewer, j'ai vu ça, ils allaient voir un conducteur, un Afro-Américain, un noir, et lui disaient, alors vous allez voter pour Kamala Harris? Alors je ne dis pas du tout, il n'est pas question. Oui. Mais comment vous êtes noir, vous n'allez pas voter pour Kamala Harris? C'est la chosification des choses, et le Parti démocrate s'est mis le bec dans l'eau en jouant communautaire. Ouais. Ce n'est plus le problème. Et justement, c'est très intéressant. Bien sûr que ça joue. Mais même le président, le fondateur de Black Lives Matter a voté Trump. Les musulmans de Dearborn, Michigan, où il y a la seule ville où il y a un maire musulman aux États-Unis, a choisi Trump, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose qui change de ce point de vue-là, en disant arrêtez de nous chosifier dans notre communauté, dans notre ethnie ou autre, et dites-nous et arrangez
arrangez-nous notre pouvoir d'achat, notre mode de vie et essayez de l'améliorer. Oui, voilà, c'est tout simple. Et comme nos beaux braves journalistes vivent dans la plupart, enfin pas tous quand même, faut jamais généraliser, mais enfin dans des couches droites, je dirais, eh ben voilà, ils ont dit mais comment, de quoi ils s'intéressent, évidemment, être payé 10 000 $ par mois pour donner des leçons à quelqu'un qui touche 1 200 $, ça marche pas toujours. Ça marche pas, et on a les mêmes de ce côté-là de l'Atlantique, évidemment. On va parler d'ailleurs de ce côté-là de l'Atlantique. Hier, c'était le 11 novembre, évidemment commémoration des morts de la Grande Guerre. Emmanuel Macron qui a invité Keir Starmer, le Premier ministre britannique, pour remonter les Champs-Élysées, qui va rencontrer Mark Rutte, le patron de l'OTAN. Tout faire pour continuer la guerre en Ukraine, c'est à peu près le mot d'ordre de ces young leaders qui se réunissent pour empêcher des accords de paix. Est-ce que ça va être une priorité pour Donald Trump d'arriver à décrocher des accords de paix en Ukraine ? Il l'a dit, entre parenthèses, juste je voudrais dire que j'étais hier à Washington, il y a eu une très belle commémoration au mémorial de la Première Guerre mondiale, il y avait le général Lecointre qui était là, la France a été très célébrée puisque le contingent américain est arrivé en France, était basé à Issoudun, ils en ont longuement parlé, c'était, je dois dire, assez émouvant et très émouvant. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit, oui, la première chose qu'il fera, il l'a dit d'ailleurs, c'est d'aller voir Poutine et de dealer avec Poutine. Je veux dire, c'est un homme de négociation. Lui, il dit pas tel est bon et tel est mauvais et tel est méchant. Je vais aller le voir, je vais discuter avec lui. Mais en rapport de force, évidemment, la négociation se base à partir des rapports de force. Et Trump, c'est son truc. Vous savez, quand il a dit, ce côté Al Capone, il a dit aux Européens, attendez, vous voulez que l'OTAN vous protège ? Eh bien, payez. Eh bien, payez. Eh bien, oui, d'accord. Nous, on est, nous, USA, 65% du budget de l'OTAN. Eh bien, écoutez, peut-être ça devrait être un peu moins. Donc, il va y avoir un changement très fort du point de vue de la politique étrangère. Et Trump n'est pas prêt à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, comme un certain nombre de nos princes qui nous gouvernent. Mais lui, il n'est pas prêt. Mais est-ce que justement, quand on voit l'affolement des atlantistes et des européistes de ce côté-là du globe, est-ce que ils peuvent faire capoter un plan de paix en rendant la paix impossible? Puisque là, les dernières annonces, ce serait d'autoriser les Ukrainiens à utiliser les armes de l'OTAN, françaises ou britanniques, pour toucher la Russie en profondeur et donc là, rendre un accord de paix impossible. Alors, c'est exactement le problème, mais en fait, l'Europe sera face à elle-même. C'est-à-dire que Trump ne le dit pas comme ça, mais les gens à qui vous parlez, en tout cas dans l'entourage et qui sont proches, disent écoutez, si vous avez continué ce ne sera plus Anthony Blinken et compagnie. Si vous avez envie de continuer la guerre pour l'Ukraine contre la Russie, ce sera votre problème. Nous, il est hors de question que nous continuions à subventionner comme on l'a fait jusqu'ici. Là, il va y avoir un changement de politique assez radical, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc voilà, l'Europe sera face à elle-même. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à continuer la guerre? Eh bien, qui vivra verra. Oui, c'est bien toute la question et tout le problème. L'autre point important, c'était lors du premier mandat de Donald Trump, la confrontation directe avec la Chine sur le plan commercial. Est-ce que là, il va avoir à nouveau une volonté de rentrer dans l'art de la Chine pour éviter que ce pays prenne beaucoup trop d'importance sur la scène internationale? Je crois que ce sera surtout, enfin son programme économiquement, c'est de rapatrier toutes les entreprises qui travaillent hors des États-Unis aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avec la Chine, il va avoir ce qu'il a déjà fait avec Xi Jinping, c'est-à-dire, écoutez, oui d'accord, protectionnisme des deux côtés, mais équilibre des deux côtés. Ça va être une négociation, je dirais pas de marchand de tapis, mais marchand de verre à soie, puisque la route de la soie. Et puis, de l'autre côté, du point de vue vraiment, ce qui est terrible, regardez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, où les écologistes détruisent des centrales à charbon et que Volkswagen licencie 200 000 personnes et que BASF s'installe aux États-Unis. L'Amérique
Trump, il va jouer l'Amérique. Hein. Il va jouer les intérêts américains. Faut se faire aucune illusion là-dessus. Ouais. Et nous Européens, nous Français, nous allons être face aux terrifiants pépins de la réalité, comme disait Prévert. Et voilà. Merci beaucoup, André. Toute la semaine, donc, aux States, aux États-Unis, on pourra suivre votre actualité. Est-ce que vous avez prévu de rencontrer Tucker Carlson, tiens? Écoutez, il en est question, mais je crois que Tucker Carlson va aussi jouer un rôle. Alors je ne sais pas lequel. Il va pas être attaché de presse, enfin directeur de la communication. Ouais. Mais j'ai eu quelqu'un de proche de lui hier parce que je pensais essayer de le voir, mais là il est complet. Il est à Mar-a-Lago lui aussi. Ils sont tous à Mar-a-Lago en Floride, en train d'élaborer le nouveau pouvoir. Alors ce qui va se passer, on le verra, mais dans les semaines à venir. Parfait. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous pour partager un peu l'état d'esprit des Américains après cette élection de Donald Trump.